Hello les amis et bienvenue chez vous. Bonjour Elisa Jersvich. Bonjour Yann Arthus Bertrand. Vous Bonjour. êtes respectivement donc directrice générale des canaux et vous en êtes le président. Nous allons ensemble comprendre et trouver les solutions pour savoir comment intégrer l'économie circulaire dans son modèle d'entreprise. L'économie circulaire, nous allons le découvrir, est une somme d'actions très accessible pour l'ensemble des acteurs du monde économique. Sur le sujet, le rôle des managers est fondamental pour identifier les gisements possibles en termes de réemploi de matières et dans tous les cas en termes d'achat ou d'usage de produits issus de l'économie circulaire. C'est la raison d'être et le travail exceptionnel que mène chaque jour l'association Les Canaux. Nous avons le plaisir d'avoir un invité assez exceptionnel en introduction, car résumer le parcours de Yann Arthus Bertrand est quand même assez complexe. Et donc, il m'a semblé nécessaire de lancer par un texte préambule à votre film ayant réuni plus de 600 millions de personnes, me semble-t-il. Et le début de l'histoire de la RSE est lancé en 2009. Et pour inviter, j'ai pensé à Satya Oblès, un grand défenseur de l'environnement. À toi, Satya. Écoute-moi, s'il te plaît, si tu es comme moi un homo sapiens, l'homme qui pense. La vie, ce miracle dans l'univers, est arrivé il y a presque 4 milliards d'années, et nous, les hommes, il y a seulement 200 000 ans. Et pourtant, nous avons réussi à bouleverser cet équilibre si essentiel à la vie sur Terre. Écoute bien cette histoire extraordinaire qui est la tienne et décide de ce que tu veux en faire. Très inspirant, Yann. C'est un texte d'Isabelle Delannoy qui avait écrit le film, qui a retravaillé avec nous d'ailleurs sur Legacy, qui est une fille qui avait fait un ingénieur agronome, qui est très engagée, et qui est une fille formidable. Alors, quelle est votre actualité Je fais beaucoup de choses en ce moment. Alors, on vient de finir la voix de Legacy en anglais avec la voix de Sting. Legacy, qui est un film qui est sorti l'année dernière et qui va être sur Amazon Prime. Assez étonnamment, on a eu beaucoup de mal. Nous, on fait des films très engagés. Et c'est pas si facile que ça à vendre aux chaînes de télé. Et des films un peu engagés. En faisant après Woman et Human, qui sont des films formidables. J'espère que vous avez vu Human étant gratuit sur YouTube. On fait un film sur les réfugiés qui s'appelle Migrants. Voilà. On fait un film qui s'appelle Vivant, qui est un film pour France 2, sur tout le vivant qu'il y a autour de nous, les animaux qu'on ne voit pas. Et on a demandé à tous les gens qui filment en France de nous envoyer des images. Et on a reçu 450 heures d'images incroyables de martinets. Est-ce que vous saviez, par exemple, que le martinet est un oiseau qui quitte le nid et qui, pendant 3 ans, va rester dans le ciel sans se poser. Il va faire l'amour dans le ciel, il va manger le plancton du ciel, il va dormir dans le ciel. Et je suis en train de lire en ce moment, toute cette biodiversité me passionne, je suis en train de lire un livre sur les champignons, sur la mycorhize, qui fait partie du sol et qui va être dans le film. Est-ce que vous savez que dans une cuillère à café de terre, il y a presque de 10 kilomètres de mycorhize, des filaments de champignons. Il faut savoir que tous les arbres ne vivent qu'à travers les champignons. Ils sont tous reliés entre eux. Quand j'ai eu cette nuit, 10 kilomètres de fil dans une cuillère à café de terre, c'est assez invraisemblable. Et on fait des émissions de télé, mais on fait aussi un film que j'aime beaucoup, qui s'appelle France, une histoire d'amour. C'est un film sur tout ce que j'aime en France. Vous parlez souvent d'amour, hein. Oui, c'est plus facile de parler d'amour que d'écologie en ce moment. On a plus la solution. Alors, Yann, on revient vers vous. Parler d'écologie, est-ce qu'on aime assez la vie autour de nous, quoi? Est-ce qu'on aime assez si on nos aime enfants? la vie, Voilà, est-ce qu'on aime ce qui... Et je pense que l'amour est complètement lié à l'écologie, en tout cas sur une planète, une façon de faire plus vertueuse. Et c'est un mot que j'utilise beaucoup. Et je finis mon film Legacy, qui est un film qu'on avait donc en parlant d'amour, oui, qui est la seule peut-être énergie durable. Voilà. Alors, on va se concentrer sur l'association, sur l'amour, ça c'est essentiel. Elisa, qu'est-ce qui vous a amené vers cette association et quelles sont les clés qui vous ont amené à pouvoir l'animer, la diriger et quel est son rôle? D'abord, vous.
Moi, en fait, dans ma vie, j'avais rencontré des entrepreneurs, de grandes entreprises, mais aussi de toutes petites, et des entrepreneurs aussi de l'économie sociale et solidaire, donc des gens qui montaient des affaires, montaient ou travaillaient dans des entreprises, mais avaient envie de mettre du sens, de l'écologie, de la solidarité. Certains employaient des migrants, d'autres des personnes en situation de handicap, d'autres se posaient la question de comment concevoir des produits qui auraient un moindre impact sur l'environnement. Et puis finalement, je trouvais qu'il y avait énormément d'innovation et que finalement, eux aussi, ils changeaient le monde et ils avaient des clés pour qu'on puisse peut-être mieux vivre sur la planète. Et donc, Les Canaux, c'est une association qui vise à inspirer les gens, les acteurs économiques, alors que ce soit des entrepreneurs, mais ce sont des employés, des cadres, des dirigeants d'entreprises. Et vous avez démarré dans les Big Four, hein. Oui, moi j'ai commencé dans le conseil, j'ai fait 12 ans, j'ai travaillé dans le conseil, j'étais consultante effectivement dans les Big Five on disait à l'époque, elles ne sont plus que à force de rachat, et j'ai travaillé aussi dans le secteur de la santé, de la protection sociale, j'ai eu 20 ans, plein de métiers, des choses très différentes. Les collectivités. J'ai travaillé en collectivité, j'ai travaillé auprès de la maire de Paris, j'étais sa conseillère économique. Et c'est aussi là que j'ai vu que finalement, dans une ville comme Paris, une métropole qui fait 30% du PIB de la France, l'innovation, ce qui fait qu'on serait peut-être demain toujours à un niveau très fort en France dans nos entreprises, elle se trouvait dans une économie qui allait être en même temps qui fait face aux enjeux qui sont ceux de demain et donc du coup qui prennent en compte la question du climat et qui prennent en compte la question de la solidarité. Alors, on reviendra sur le rôle précis, mais Yann, qu'est-ce qui vous a décidé à vous engager auprès de cette association Les Canaux ? D'abord, je suis quelqu'un d'assez engagé, je dirige une fondation, c'est comme ça qu'on se connaît bien, qui est d'ailleurs qui est dans le bois de Boulogne, et qui a fermé, qui va ouvrir au mois d'avril, mais qui est un endroit formidable où on parle d'une écologie humaniste, une écologie qui aime les gens, avec plein de bienveillance. Et on se croise souvent, et un jour, Elisa, il faut voir qu'Elisa a quand même un parrain extraordinaire qui est Mohamed Younous. Voilà, la personne qui a inventé les microcrédits. Et Mohamed Younous était beaucoup investi dans les Jeux Olympiques, avait décidé que tous les logements des athlètes seraient d'abord des logements sociaux, qui seraient fabriqués pour ça, qui serviraient aux athlètes et après qui reviendraient. Et je trouvais que son discours, avant de connaître Elisa, il était venu à la Fondation faire une conférence, et j'avais trouvé que son approche des Jeux Olympiques... Un exemple d'économie circulaire. Voilà, exactement. Et il est le parrain, et vous avez fondé, je sais pas, moi je suis président, mais... Oui. Il était là tout au début des Canaux. En fait, il faut dire qu'il Mohamed Younous, c'est un prix Nobel de la paix qui a inventé les microcrédits. Tout à fait. Voilà. Il vit au Bangladesh, c'est un économiste, un banquier, et on l'appelle le banquier des pauvres parce que justement, il a vu qu'en prêtant à des gens qui étaient très pauvres et auxquels personne ne prêtait, et notamment des femmes, en leur donnant de quoi acheter une chèvre, finalement, avec le lait, elles pouvaient faire du fromage, elles pouvaient vivre, elles pouvaient élever leurs enfants et sortir de la pauvreté. Et en leur donnant 48 €, enfin vraiment des sommes qui peuvent nous paraître risibles, et qu'elles remboursent très bien et qui leur permet... Impact. Voilà, donc le modèle économique de ces banques, il est tout à fait stable et il fonctionne très bien. Et comme ça, il a sorti des millions de personnes de la pauvreté. Et c'est comme ça que c'est le seul économiste qui a eu le prix Nobel de la paix. Parce que faire que les gens puissent vivre dignement, c'est ce qui amène à la paix sur Terre. Alors, et d'ailleurs, aujourd'hui... Oui. Il a évolué dans son discours, et son discours, c'est autour du zéro pauvreté, zéro chômage, zéro carbone. Les 3 zéros, et il met vraiment ces 3 zéros au même niveau. Et Yann se retrouve tout à fait dans cette... ses valeurs. Ouais, dans toute sa vie, dans tout ce qu'il fait, dans toutes ses fondations. Et là, nous, sur les canaux, par rapport à la Fondation Good Planet qui donne des éléments à tout le monde, là, nous, on est vraiment sur le métier, l'entreprise. Oui. Voilà, le métier, l'entreprise et des clés pour les acteurs économiques, en fait. D'accord. Est-ce qu'on peut prendre un exemple, puisqu'on a eu le plaisir de recevoir La Design, qui fait des objets design en récupération de tout ce qui est plastique. Et donc, est-ce qu'on peut prendre un exemple concret pour
observer, ce que vous êtes capable de faire et d'apporter? Alors, d'abord, qu'est-ce que l'économie circulaire? C'est Déjà. peut-être important de revenir Déjà. sur la définition. L'économie circulaire, elle a été définie par l'ADEME en France. Et en fait, c'est une économie qui s'oppose à l'économie linéaire, c'est-à-dire qui produit, qu'on utilise et qu'on consomme et ensuite on jette. L'économie circulaire, c'est une économie qui va envisager tout le cycle de vie du produit, de sa naissance jusqu'à sa fin, comme en limitant le gaspillage et en limitant l'utilisation des ressources. Et donc, au démarrage, c'est éco-concevoir, c'est-à-dire faire qu'on utilisera le moindre possible de ressources, d'extraction de ressources de la terre pour le concevoir. Et puis ensuite, le produire, réfléchir à ce qu'on puisse allonger la durée de vie des produits, limiter le gaspillage, réparer les choses pour qu'on puisse les utiliser plus longtemps et puis les recycler à la fin pour qu'on puisse effectivement réutiliser la matière et recommencer. Donc c'est ça l'économie circulaire. Et vu par exemple le plastique qu'on a aujourd'hui et qui s'échappe dans les océans, dans les rivières, qui va dans les océans, il y a des océans, des continents entiers de plastique. Voilà, c'est comment est-ce qu'on supprime ça et comment finalement on va réutiliser ces matières pour qu'elles ne soient pas jetées. Il y a une nouvelle loi d'ailleurs qui va rentrer en vigueur 2023 Oui, dès 2022, il y a des dès premiers... 2022, voilà. il y a les premiers été... sur le plastique qui va être de conséquence, l'interdiction. Oui, il y a eu une loi qui a été passée l'année dernière en janvier, qui est une première loi intitulée sur l'économie circulaire en France. C'est la première fois qu'il y a une loi sur l'économie circulaire. Sur plein de choses, elle aurait pu être plus ambitieuse, mais il y a aussi beaucoup de choses beaucoup d'avancées qui sont faites par cette loi. Et notamment, par exemple, tout le secteur public va être obligé d'acheter avec 20% d'économie circulaire. Et c'est des choses qui vont après arriver sur l'ensemble. Il y a un logo économie circulaire. Comment est-ce qu'on peut voir qu'un produit est circulaire? Parce que c'est, voilà. Alors aujourd'hui, on doit acheter des choses qui ont été faites à partir de matières recyclées ou un réemploi. Donc en fait, 20%, c'est énorme. Ouais, 20% pour les collectivités publiques, notamment dans le mobilier. Et donc, vous parliez de Lala Meubles, Lala Design. Et donc, c'est une entreprise qui est basée à Bordeaux, qu'on accompagne pour fabriquer effectivement des meubles à partir de bois récupéré. Parce qu'en France, on démolit les mousses autant... de siège, voilà, le textile utilisé dans l'automobile, donc en dehors des sièges, le plastique récupéré et reformaté en table, chaise, etc. Oui. Et donc nous, au Canon, on accompagne 30 entreprises en France du mobilier pour justement que la filière du meuble en France évolue et utilise des matériaux recyclés. Quitte à faire une table en bois, autant utiliser du bois issu des démolitions, puisque le bâtiment est un secteur qui génère énormément de déchets et qui n'est pas recyclé. Il faut savoir qu'en Île-de-France, par exemple, 70% des déchets sont issus du bâtiment. C'est incroyable, ça, 70%. Donc, c'est du verre, c'est du bois, c'est du ciment, donc c'est du sable. Et tout ça peut être réutilisé. Ou réutilisé, et là... C'est pas beaucoup réutilisé, malheureusement. On est encore au début de quelque chose. C'est encore loin d'être la vraie récupération. Ce qui vous a séduit, c'est l'influence que vous pouviez amener sur cette réutilisation? D'abord, je connais bien Elisa, je sais sa passion, le cœur qu'elle a, l'intelligence qu'elle met dans son travail. Moi, je suis le président, c'est le président, il ne fait pas grand-chose. C'est surtout Elisa qui travaille avec ses équipes. Et moi, je suis là, je suis là parce qu'on doit avoir un président. Voilà. Vous savez, il faut comprendre une chose. En gros, tout ce qui est autour de nous, ici, est plein de pétrole. Partout, vos vêtements, tout ce qu'on utilise, il y a du pétrole partout. Aujourd'hui, si on continue à émettre du carbone comme ça, on estime que la Terre ne sera plus vivable entre 2070 c'est demain. C'est demain. Quelque part, donc tout ce qu'on peut faire, on a tous qu'on soit directeur d'entreprise, chauffeur de taxi, architecte, journaliste, intervieweur ou dirigeant de la boîte Agora, on a le devoir et la mission d'essayer d'avoir moins d'impact. Quand on parle de l'individu, la collectivité, l'entreprise. Parlent de la 6e extinction sur Terre.
ça fait peur. On a l'impression que tous ces mots sont morts, qui n'ont plus d'importance, qu'on les a tellement entendus, la catastrophe, le changement climatique, qu'ils n'ont plus d'impact. Et aujourd'hui, tout ce qu'on fait au quotidien, il faut qu'on réfléchisse. Et bien sûr que l'économie circulaire, c'est la base. La base. Et c'est arrêtons d'acheter, de jeter, de réacheter. En fin de compte, il se trouve que moi j'ai des gens à côté de chez moi qui travaillent dans un supermarché, un Intermarché près de chez moi. Et ils me revenaient l'autre jour, et c'est des Africains, ils me disaient, mais ce qu'on jette, mais c'est invraisemblable ce qu'on peut jeter. Et c'est un gosse qui sort d'un orphelinat à Brazzaville et qui me disait, mais j'avais honte de tout ce que je jetais. Et tout ce qu'on jette, en fin de compte, c'est dans le circuit, ça a coûté de l'argent, il y a de la TVA. Il y a aussi une nouvelle réglementation. Voilà, et ça, il faut arrêter comme ça. On est submergé quand tu rentres dans un supermarché. J'étais l'autre jour, je faisais sur mon film François d'amour, je rentrais dans un Intermarché. Et il me disait, il y a 15 ans, j'avais 1500 produits. Ouvrons-nous, j'en ai 18 000. Et il m'emmène devant le rayon shampoing et brosse à dents. Brosse à dents, il y avait 200 brosses à dents, quoi. On est dans une espèce de monde de plus, toujours plus. Et il me dit, je suis obligé de le faire. Voilà, et donc je pense qu'il y a une réflexion qu'on doit tous avoir ensemble, comment essayer de changer cette façon. Pour séduire le consommateur, on a effectivement été vers du design individualisé, communautaire, etc. Je pense qu'on va retrouver les principes. On a envie, on a besoin de produits qui sont beaux, qui sont utiles, et ça, voilà. Maintenant, on peut fabriquer ces produits-là avec des matières qui existent déjà. Une question pour simplifier le débat. Est-ce que vous allez dans un restaurant, ou quel type de restaurant vous choisissez? Une carte courte ou une carte très très longue? C'est-à-dire plus le menu est étendu et moins on a confiance. Exactement. Donc on peut trouver le même raisonnement également sur... On est quand même c'est tout au début de tout ça. Si vous cherchez des meubles de bureau recyclés, c'est pas facile de trouver. On le sait tous. Il faut vraiment avoir les clés de tout ça, il ne faut pas avoir peur de chercher. Et c'est plus compliqué. En même temps, les choses peuvent changer vite. Les choses, en même temps, changent très vite. En 3 ans, la première année, nous, on a accompagné 10 entreprises qui ont très bien vendu leur mobilier. La loi dont on parlait, la loi AGEC, fait que les entreprises qui fabriquent du mobilier aujourd'hui et qui le fabriquent en matériaux recyclés ont énormément de marchés, énormément de débouchés. Quand on regarde la stratégie même d'IKEA, IKEA a une stratégie d'économie circulaire dans les 10 ans hyper ambitieuse. C'est-à-dire que 100% de leurs meubles seront réparables. On est bien d'accord que leur image, pour le coup, serait en question. Mais parce qu'ils comprennent que c'est leur survie. Et qu'à l'échelle de 10 ans, vu les enjeux climatiques dont a parlé Yann, vu ce qui va nous arriver, la pérennité même de leurs entreprises est totalement liée à leur capacité à intégrer ces dimensions-là. Ouais, et l'intégrer dans un cycle de production, c'est pas évident. Voilà. C'est pour ça qu'on peut avoir un et programme. Et donc il faut que dans les années, les mois à venir, repenser les modes de production pour intégrer cette dimension de décarbonation et de recyclage. Est-ce que les canaux pourraient être à l'origine, question ouverte, pourraient être à l'origine d'une plateforme où on peut retrouver, ou c'est déjà le cas, question et peut-être point d'interrogation, mais est-ce qu'on peut retrouver ceux que vous accompagnez pour justement acheter les meubles, etc. Je crois que vous les accompagnez sur le plan marketing, communication Oui, on accompagne 30 entreprises. Mais il n'y a pas de plateforme aujourd'hui. Alors, nous, on accompagne les entreprises à pouvoir acheter du mobilier en économie circulaire, mais on n'est pas une place market. On va orienter vers les entreprises et ensuite, ça s'organisera entre l'entreprise et l'acheteur. Mais effectivement, on fait du conseil pour les acheteurs pour qu'ils puissent acheter. Et on fait du conseil notamment sur les Jeux Olympiques. On en parlait. Oui. Avec le professeur Younous, le président Macron, avec Anne Hidalgo, qui a porté ça dans sa campagne pour que Paris gagne les Jeux Olympiques, le fait que ce seraient les premiers Jeux Olympiques solidaires, justement, et inclusifs, et donc 25% des marchés soient portés par des TPE et des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc toutes ces entreprises qui font du mobilier se retrouvent dans des marchés des Jeux Olympiques et aujourd'hui remportent ces marchés-là. Et c'est comme ça que progressivement, on fait des partenariats avec des promoteurs, des constructeurs, d'autres collectivités et qu'il y a un avenir assez heureux pour les entreprises qui ont fait ces changements de modèle. Et l'influence d'un manager dans son entreprise, il peut trouver référence sur votre site pour avoir une liste? Il peut s'inscrire sur les canaux et il sera effectivement au courant de tout ce qu'on montrera comme
comme solution sur ces thématiques-là. D'accord. Donc, à la fois en termes d'achat, Voilà. mais Et on à la fois en l'orientera. idée de sourcing Mais peut-être. Après, l'économie circulaire, c'est dans tous les secteurs, c'est pas que dans le mobilier. Donc nous, on va orienter vers les plateformes d'achat du mobilier, mais du bâtiment, dans l'alimentaire, sur tous les secteurs. D'accord. Yann, on l'a bien compris, tout part de l'individu. Donc, c'est une action quotidienne. Si on aime la terre, on s'aime soi-même, on respecte l'environnement. Mais l'idée que j'allais chercher chez vous, c'est quelle est la responsabilité d'une entreprise et comment coopérer dans ce monde qui est le monde économique. Les entreprises qui ne sont pas des entreprises vertueuses, sur tout ce qu'on vient de dire, sur l'emploi, sur la façon de leur carbone, sur l'utilité, ont du mal à recruter. Aujourd'hui, il y a quand même il se passe quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus envie, comme avant, de gagner que de l'argent. Ils veulent donner du sens et avoir un métier qui se sentent où ils sont utiles à la planète, utiles au monde. Ouais. Et s'inscrivent dans un projet d'entreprise. C'est super important. Et en même temps, c'est quoi le sens de la vie, quoi ? La vie, elle a aucun sens. C'est toi qui te donnes du sens à ta vie. Et je pense que dans sa vie professionnelle, parce que c'est tellement important, il faut qu'on aime le métier qu'on fait, il faut qu'on soit fier de le faire, et d'essayer de le faire de la façon la plus vertueuse possible. C'est pas facile, mais je pense que c'est indispensable et une vraie mission et un vrai sens de vie, quoi. Je veux dire, si on est dans une boîte et qu'on n'est pas capable de réfléchir en permanence, et c'est compliqué parce que c'est vraiment une mécanique qu'il faut revoir complètement. Je cite souvent l'exemple, pendant la dernière guerre, il y avait une usine de tracteurs. En 1 an, ils ont fait des avions. En 1 an, vous imaginez. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on pourrait imaginer, avec les voitures qui sont faites avec des robots, qu'on doit amortir sur des dizaines d'années, comment est-ce qu'on pourrait... Donc il faut repenser tout ça, quoi. Comment essayer de... Et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui une espèce de tyrannie, de religion de la croissance en permanence. Et cette croissance, elle doit être bonne, mais elle doit être vertueuse. On ne peut pas faire de la croissance avec n'importe quoi. Et c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui. Elisa ? Il parle très bien, donc j'ai rien à dire de plus. On est vraiment à un moment de l'humanité, parce que 50 ans, c'est rien pour un mec comme moi qui a 75 ans. Qu'est-ce que c'est que 50 ans ? On estime qu'en 2070, près de 3 milliards de gens ne pourront plus vivre ou vivent en ce moment tellement ils auront chaud. Donc c'est des grandes migrations, c'est une réflexion à avoir. Il faut imaginer qu'un pays comme le Bangladesh, qui est le pays qui souffre le plus du changement climatique, puisqu'ils sont bloqués entre les glaces de l'Himalaya qui sont en train de fondre, les cyclones, bien sûr, c'est un delta, donc très près du niveau de la mer. Chaque année, les terres sont inondées par de l'eau salée, donc ils font plus de riz, ils sont en train de faire des crevettes. C'est le pays qui souffre le plus du changement climatique au monde, 160 millions d'habitants, un des plus pauvres au monde. Ce pays n'émet que 0,3 tonnes de carbone par an, alors qu'un Français en émet 12. Tu vois l'injustice énorme. Il faut qu'il y ait une réflexion là-dessus. Et puis il y a une réflexion à venir qui est le migrant climatique. Exactement, c'est ce que j'allais dire. dire. Le migrant climatique, ça on va le vivre. La grande crise migratoire n'a pas encore commencé, on le sait. Et surtout, ce qui est en train de changer aussi, en parlant de migrants, toi tu le sais, parce qu'au Cano, vous travaillez beaucoup bien sûr avec des migrants. Et la très bonne idée aussi, j'en parle sur les Jeux Olympiques, c'est que les cuisiniers, tu peux expliquer ça, le projet est assez bien. Donc il faut évidemment nourrir 15 000 employés, pardon, pas des employés, des athlètes, 15 000 sportifs pendant 10 jours, 4 repas par jour, chaque sportif dans les plats de son pays et diététique. Oui. Donc c'est compliqué. Donc il faut vraiment des entreprises compliquées. C'est une entreprise française qui a remporté le marché, qui s'appelle Sodexo. Et nous, on a, avec chaque candidat, et maintenant on travaille avec cette entreprise, les a fait rencontrer des entreprises qui emploient des migrants et qui sont des spécialistes dans leur cuisine, dans les cuisines d'Asie, d'Afrique, du monde entier. Et donc, qui font des consortiums avec ces entreprises de l'économie sociale et solidaire pour que justement, elles puissent participer, elles aussi, au jeu. Et donc, ce sont ces consortiums qui là, on voit bien que le territoire, finalement, le champ d'application pour les canaux, il est très gigantesque. On a besoin de grandes entreprises, de petites. Et c'est aussi comme ça que se fait des innovations et qu'on intègre des gens qui sont différents, qui sont plus fragiles, qui ont d'autres parcours de vie, et qu'il faut intégrer dans la société. Mais c'est pas encore gagné, parce que essaye d'acheter un grille-pain qui soit réparable. Moi, essaye d'en trouver un. Ça sent le vécu. Non, mais ça sent le vécu, mais ça n'existe pas.
On ne peut pas réparer un grille-pain, c'est absolument ça. Alors au moins aller dans les repair cafés, mais on ne peut pas commander par Internet la pièce qui manque, le truc qui a grillé. On est dans l'objet pas cher, jetable. Et je pense qu'il faut qu'on apprenne. Ça, il faut le dépasser. Il faut le dépasser. Et c'est pas facile, pas facile. Comment vous fonctionnez financièrement, donc vos revenus? Les revenus, alors l'association, elle est soutenue par le ministère de la Transition écologique, des collectivités, la ville de Paris, la métropole de Paris, la région, l'ADEME, des éco-organismes. Donc voilà, des fonds publics et aussi des fonds privés avec des mécénats, voilà. des partenariats avec des grandes entreprises. Et donc, si vous aviez une interpellation à faire auprès des entreprises, vous diriez quoi? Est-ce que vous avez quelques exemples à nous donner d'entreprises qui contribuent, qui participent? Oui, vous voulez qu'on donne les noms des entreprises? On peut, un peu, bien sûr. On est soutenu par Suez, on est soutenu par Altaria Cogedim, on est soutenu par le Crédit Coopératif, BPCE, voilà. On redonnera la liste parce qu'on en oublie, donc voilà. En tout cas, des entreprises qui ont envie de travailler avec nous pour s'inspirer, pour rencontrer justement ces 4000 entreprises de l'économie sociale et solidaire qui travaillent avec nous, qu'on a référencées, dont on connaît le métier, les productions et qui peuvent justement... 4000 avec une équipe oui. quand même assez réduite. De 30 personnes. 30 personnes. Vous voyez ce que ça fait. Ça fait Oui, beaucoup mais avec une pêche, une énergie incroyable. Parce que quand on travaille comme ça, qu'on est vraiment dans l'utilité, donner du sens à sa vie, ça fait autre chose. Moi, je le vois bien à la Fondation, la même chose. J'ai toute ton équipe, ils sont quand même d'abord très jeunes, très envie, très volontaires. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la valeur d'engagement des jeunes, sur des projets et plus non plus... Et surtout, je pense que dans le monde difficile et compliqué et un peu angoissant, c'est un peu anxiogène qui arrive en ce moment quand même, on le voit tous les jours, agir rend heureux. Ça te permet de faire partie de ce monde qui veut changer les choses. Sûrement, on ne va pas y arriver, on sait que le changement climatique... Il faut savoir quand même que les scientifiques nous disent que le climat qu'on a eu, et ça fait froid dans le dos quand même, le climat qu'on a eu pendant 10 000 ans, sur lequel s'est construite notre civilisation, est parti à jamais. On ne retrouvera jamais le climat qu'on a eu. Et donc, ça va se dégrader petit à petit. Donc, on a besoin aujourd'hui, tout ce qu'on fait va servir d'amortisseur. Il faut vraiment qu'on a tous une mission, un engagement. On est dans l'urgence. On ne va pas attendre. C'est aujourd'hui qu'on doit essayer de changer. Et tous les jeunes qui sont là, je vois qu'ils travaillent chez toi, ils ont une pêche infernale, quoi. Et ils laissent rien passer. Je peux te dire, ils sont bien plus engagés que nous et bien plus radicaux que nous. C'est ça qui est intéressant. Mais c'est possible. C'est-à-dire que même le rapport du GIEC et des scientifiques montre qu'il est possible, si on agit maintenant, si on change les manières de produire et de consommer, donc effectivement, si on est décarboné, si on utilise moins de ressources sur la planète, il est possible de vivre à 10 milliards sur Terre dans un monde qui prendront 1,5-2 degrés et donc qui restera vivable. Mais si on ne prend pas les décisions aujourd'hui, les conséquences seront... En tout cas, le risque, vous êtes capable de percevoir et de voir aujourd'hui qu'une entreprise prend des risques à ne pas prendre en considération avec des effets à 2 ans, 3 ans, l'inclure dans un programme de décarbonisation. Vous avez certainement des exemples et on peut même dire que les entreprises vont disparaître parce qu'elles ne se sont pas engagées sur cette voie-là. Et le risque d'image doit être conséquent. On va vers un monde inconnu. On ne sait pas très bien ce qui va se passer. Il faut le reconnaître. Personne ne sait ce qui va se passer. On est dans un monde très déstabilisé. Qui aurait pu penser, cette histoire du virus qui nous a tué l'économie, qui aurait pu en penser il y a 4-5 ans, même inimaginable. On va vers un monde inconnu. Mais ce qu'il faut, c'est de savoir que, en fin de compte, c'est assez nul ce que je vais dire, mais assez simple. Il y a le bien et le mal. Qu'est-ce que je fais bien, qu'est-ce que je fais de mal? Et en fin de compte, c'est toujours être... On vit un peu dans la banalité du mal. C'est-à-dire que c'est pas grave, tout le monde le fait. On va manger de la viande industrielle, c'est pas grave. On va prendre l'avion, c'est pas grave. Alors qu'on sait que tout ça, ça a un impact. Et réfléchir, c'est pas de se culpabiliser, c'est d'être responsable, de savoir qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je peux pas faire. Et c'est compliqué, hein. Mais souvent, ça vient aussi souvent de la tête de l'entreprise. Je pense que c'est la personne qui est à la tête de l'entreprise qui va envoyer ce message que tout le monde est responsable et qu'on doit tous faire quelque chose. Si vous avez quelqu'un à la tête de l'entreprise qui se fout complètement de l'environnement, ça ne marchera pas. Vraiment qu'on ait vraiment quelqu'un au-dessus qui soit dans une espèce de tête pensante et qui envoie ce message de responsabilité à partager avec tout le monde. Mais de toute manière, chacun peut faire quand même à son niveau. Bien sûr. Même en étant au niveau le plus bas, on peut faire quand même. On peut avoir un pouvoir d'influence.
ça sera moins rapide que si le patron tout en haut décide d'aller. Mais quel que soit l'endroit où on se situe, il y a quand même des clés qui nous permettent de faire à son niveau. Arrêter le plastique dans l'entreprise. Alors même si, voilà, déjà plus de gobelets, plus de bouteilles d'eau. Alors c'est des petites gouttes d'eau. Parce que dans le livre de Jancovici, que je vous conseille, qui est formidable, Jean-Marc Jancovici, qui vient de faire une bande dessinée qui s'appelle Le Monde sans fin et FIN, qui est extraordinaire. On voit un chef d'entreprise un peu qui dit, mais je suis très écolo, j'ai des ruches sur mon toit et on a changé les gobelets en plastique. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Voilà. Le gobelet. Oui, mais je parle. Le grand patron, il a d'autres décisions à prendre. Mais après, quelqu'un qui est à son niveau peut quand même agir, même s'il n'est pas le grand patron. Il peut quitter sa boîte. Trop souvent, pour ralentir ces effets, on parle d'objets, ce que l'on voit, mais ce que l'on ne voit pas. Et on a une spéciale sur la pollution numérique. Quand on envoie un mail... Ah oui, mais alors le mail, ça aussi, c'est un fléau. Le mail, c'est quand même beaucoup moins grave. Regardez une vidéo en 5G. Oui. Une vidéo en 5G consomme 16 fois plus qu'on a regardé en Wi-Fi. Et la grande partie de l'énergie, c'est surtout sur Netflix. C'est quoi, surtout ces grandes et sur les films porno. C'est rien à voir avec le mail. Le mail, ça dépend. Alors je me suis posé la question, j'ai envoyé justement à Jean-Marc Jancovici, quelle est la part du charbon quand on envoie un mail? Parce que bien sûr, il y a 3000 centrales à charbon dans le monde, 3000, alors qu'on sait ce que ça pollue. Il me dit, c'est forcé, il y a forcément du charbon. Donc tous les jours, dans les mails que tu as dans ta vie au quotidien, il y a un morceau de charbon. Il t'envoie, tu consommes du charbon. Voilà. On a vu ensemble, et on aura le plaisir de se retrouver en plénière un peu plus tard. En tous les cas, merci de nous avoir apporté quelques visions qui partent de l'individu, une responsabilité d'entreprise aussi. Et encore merci d'être venu nous présenter l'association Les Canaux. Si vous avez... On peut visiter les canaux. Bien sûr. Alors, c'est un endroit. Il faut dire où sont les canaux et pourquoi les canaux. Il faut que tu expliques. Alors, la Maison des Canaux est un endroit qui est tout à fait intéressant. Là, on en voit quelques images, mais c'est surtout le premier endroit en France 100% aménagé, rénové à partir de matériaux recyclés et de déchets. Et c'est un pavillon à Paris, dans le 19e arrondissement, qui fait 1000 m², où tous les meubles, jusqu'à la balai brosse des toilettes, qui est fait à partir du plastique, de l'océan plastique de la mer, est fait à partir de déchets. Et ça montre qu'on peut vivre dans un monde qui on est à côté du canal Zermatt. On est à côté du canal de... C'est pour ça que ça s'appelle les canaux. Voilà. C'était la direction des canaux. Voilà, c'était une ancienne administration qui gérait les canaux. Et les canaux, c'est comme ça que aussi la ville de Paris est devenue une capitale, parce que c'est par le flux et l'économie est venue, le capitalisme par le transport maritime. Et donc l'idée, c'est de réinventer. On peut visiter, il y a beaucoup d'événements qui sont organisés, beaucoup de conférences, tout est gratuit. Les formations, les conférences, voilà. Donc, on peut faire des réunions d'équipe On peut faire des réunions d'équipe, exactement. Ça peut être sympa, et ça peut être des lieux. Oui, il y a aussi beaucoup d'entreprises qui viennent faire des réunions d'équipe pour s'inspirer, être dans un lieu inspirant sur le sujet. Eh bien, on vous donne tous rendez-vous avec les canaux comme territoire d'accueil pour progresser sur ce qui nous attend à 70 ans. Donc, autant arrêter et participer immédiatement avant qu'on explose en plein vol. Soyons contributeurs à notre échelle individuelle, à l'échelle de nos entreprises. Et à ciao, bye bye et à bientôt. Merci encore une fois Yann, merci encore une fois Elisa. C'était vraiment très éclairant. Bye bye. Et on vous aime. C'est plus important.